Je suis Charles-Henri Mauduit et je suis psychologue. Je travaille dans une association qui s'appelle Audacia, Service Soelifa, donc ça veut dire soutien, écoute du lien familial. Et c'est une association qui s'intéresse à la famille, au couple, aux adolescents, à la parentalité, donc à tous les aspects en fait de la famille. Au niveau des émotions qui peuvent être ressenties, on peut avoir des émotions un peu comme de la tristesse, parfois un sentiment d'inutilité, parfois de mériter aussi ce que les autres disent sur nous, là, voilà, le fait d'être violenté. Il peut y avoir également un sentiment de honte, de culpabilité, qui vont faire qu'on va avoir du mal à aller en parler. Et les conséquences que ça peut avoir à terme, alors au niveau scolaire, ça va pouvoir se traduire par de la phobie scolaire, un décrochage scolaire, voire une déscolarisation. Les conséquences, voilà, si on pousse le harcèlement assez loin, ça peut avoir après comme conséquence ultime, on pourrait dire, l'apparition d'idées noires, de conduite suicidaire, voire de passage à l'acte suicidaire. Oui. Il n'y a pas réellement un profil type de victime. Par contre, ce que l'on remarque souvent, c'est que quand même chez les victimes, la raison pour laquelle elles sont harcelées, c'est souvent des questions liées à des différences d'avec les autres enfants, qui peuvent être des questions de genre, de couleur de peau, parfois de couleur de cheveux, des marqueurs de religion, des marqueurs sociaux, voilà, tout ce qui va pouvoir en fait marquer une différence d'avec un groupe. Et puis peut-être également certaines fragilités, des enfants qui sont parfois peut-être un peu plus isolés, peut-être parfois un peu en marge également des autres enfants. Voilà, donc c'est plutôt que de profil, je parlerais plutôt moi de fragilité ou de points de vigilance peut-être. Au niveau des auteurs, là encore, pas vraiment de profil type, mais peut-être une question, en tout cas, autour de l'empathie, à mon sens, peut-être en tout cas des auteurs qui ont du mal à ressentir ou ce que peuvent vivre les autres, mais peut-être que ça fait partie aussi de la question du harcèlement, qui est que aussi pour harceler l'autre, on a peut-être aussi besoin, alors peut-être pas aller jusqu'à dire qu'on le déshumanise, mais en tout cas de l'identifier comme différent du groupe, et qu'à ce titre-là, ça peut venir justifier le fait qu'on lui fasse subir tout un tas de choses. On va pouvoir caractériser trois types de témoins. Il va y avoir d'un côté ceux qui vont aider, ceux qui vont venir soutenir l'agresseur. Ça peut être par des rires, ça peut être par connivence, ça peut être par effet d'attroupement. Voilà, ceux qui vont venir participer à l'agression, mais voilà, de façon un peu connexe. Il va y avoir ceux qu'on va appeler les outsiders. Donc là, c'est ceux qui vont être témoins de la scène, qui vont pas clairement se positionner et qui en fait vont laisser faire. Donc ceux qui sont un peu passifs face à ça. Et puis après, il va y avoir les défenseurs, donc ceux qui vont prendre ouvertement position pour la victime et qui vont venir tenter de la défendre. Alors dans les violences de type harcèlement, elles sont réalisées en majorité par un groupe. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir un sentiment d'appartenance à un groupe. C'est même quelque chose qui parfois peut venir renforcer le groupe, un peu à la manière d'un phénomène de bouc émissaire. Alors, même si la victime de harcèlement et le bouc émissaire ne sont pas tout à fait les mêmes choses, mais là il faudrait un temps un peu plus long pour en expliquer un peu les différences. Mais en tout cas, il peut y avoir dans le groupe, à travers la recherche d'une victime de harcèlement, de venir faire corps, de venir
voilà, renforcer l'appartenance à un groupe. La difficulté, peut-être pour les adultes, va être de repérer justement une situation de harcèlement. Parce que du point de vue des adultes, en fait, bien souvent, dans le phénomène de harcèlement, on va être sur des micro-violences, sur des choses qui, du point de vue de l'adulte, peuvent passer parfois inaperçues, ou voilà, pour quelque chose de l'ordre de la moquerie, de la brimade, voilà. Or, la difficulté pour l'adulte, c'est de repérer le caractère vraiment de répétition du phénomène et qui caractérise vraiment la situation de harcèlement. C'est-à-dire que le harcèlement, c'est une violence, mais qui se répète dans le temps. Voilà, et c'est ça qui peut avoir justement des conséquences. Et donc, on est parfois sur des violences, euh, pas sur des violences toujours très explicites, très caractérisées, parce que à ce moment-là, on n'attendrait pas justement que le caractère répétitif se mette en place. Et donc, c'est parfois le caractère un peu en deçà qui permet l'inscription dans la durée. Donc la difficulté pour les adultes, ça va être de mettre en place des choses, des garde-fous, voilà, pour essayer justement d'avoir accès à cet aspect répétitif. Donc il y a parfois des établissements scolaires qui mettent en place des systèmes, alors pas de délégués de classe, mais en tout cas des personnes un peu ressources dans l'établissement, parmi les élèves, qui vont pouvoir avoir le côté un peu lanceur d'alerte vis-à-vis des adultes. Voilà. Donc ça, c'est une solution parmi d'autres. Sur le côté cyber-harcèlement, alors là, moi j'inviterais vraiment à beaucoup de prudence sur les usages autour d'Internet pour les enfants, parce que il me semble que mettre un ordinateur, un smartphone à disposition d'un enfant avant un certain âge, c'est prendre le risque de l'exposer à des choses qu'on ne va pas toujours bien maîtriser. Voilà, donc il y a même des professionnels qui seraient plutôt même en faveur d'aller interdire le smartphone avant un certain âge. Voilà, c'est souvent avant l'entrée en lycée. Parce que ce qu'il faut bien imaginer, c'est que mettre un smartphone dans les mains d'un enfant, donc de quelqu'un qui va avoir une immaturité, c'est prendre le risque de l'exposer à des images choquantes, que ce soit du côté de la pornographie ou du côté de la violence. C'est lui permettre également d'avoir des pratiques via Internet qui peuvent être parfois problématiques. Par exemple, l'envoi de nudes qui peuvent après servir de moyens de pression dans des cyber-harcèlements, voire dans des établissements scolaires. Donc il y a vraiment quelque chose à penser autour de ces outils-là, qui sont des outils très puissants et qu'on met dans les mains d'enfants parfois très jeunes et même de plus en plus jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le premier smartphone, c'est parfois même avant l'entrée en collège. Et donc, à mon sens, il y a vraiment une éducation à faire chez les adultes, chez les parents, autour de l'usage de ces différents outils. À mon sens, il y a vraiment une éducation à faire au niveau des parents. Pour continuer sur le cyber-harcèlement, il me semble que, par exemple, mettre un ordinateur dans la chambre d'un enfant, en tout cas avant un certain âge, c'est peut-être pas quelque chose de souhaitable. Peut-être qu'on pourrait plutôt imaginer, si on veut avoir un regard sur ce que son enfant fait sur Internet, sans forcément être dans un flicage ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, on peut mettre l'ordinateur plutôt dans une pièce de vie, un salon, voilà, un bureau, enfin quelque chose en tout cas où il y a des adultes qui sont à côté et qui vont pouvoir regarder ce que l'enfant fait, mettre après aussi des outils de contrôle parental. C'est aussi une manière de pouvoir... alors même si évidemment il y a des moyens de contournement qui existent, et puis les enfants sont en général assez forts pour savoir comment défaire
ces moyens de contrôle parental. Il faut savoir également qu'au niveau de sa box internet, il est possible de configurer le Wi-Fi pour n'être disponible que sur certains appareils et pas d'autres. Et qu'on peut, par exemple, euh, décider qu'à partir de 21h, il n'y ait plus de Wi-Fi uniquement pour le smartphone de ses enfants. Donc là, ce sont des outils alors technologiques, hein, ça veut dire qu'il faut quand même s'y intéresser voilà, et développer une connaissance par rapport à ça, mais qu'en tout cas, voilà, on peut aider les parents de façon très concrète. Parce que devoir le soir couper manu militari le wifi de la box de la maison, ça peut être source de conflits, ça peut être source de disputes, de tensions avec son enfant, avec son adolescent, alors que finalement, si c'est pas le parent qui va débrancher la box, mais que c'est la box toute seule qui, à 21h, arrête d'émettre du wifi pour certains appareils, ben, finalement, ça désamorce un peu la situation et ça évite de mettre le parent et l'enfant dans une situation voilà, qui n'est agréable ni pour l'un ni pour l'autre. On peut commencer d'abord par les ressources qui sont autour de soi, dans son établissement scolaire par exemple. Donc là, ça va être les infirmières scolaires, le médecin scolaire, le CPE, voilà, où on pourrait dire tout adulte en qui on peut avoir confiance, en qui on va trouver une oreille attentive. Voilà, ça peut être un prof. Voilà. Il va y avoir également après tout ce qui va être ligne d'écoute. Donc le 119 est un exemple. Il y a également le 3020 ou le 3018 qui vont être des lignes dédiées au harcèlement scolaire ou au cyberharcèlement. Voilà. Après, il y a les ressources dans sa ville. Donc là, il y a parfois des associations ou des structures qui vont proposer de l'écoute adolescent, de l'écoute pour les parents, des actions de soutien à la parentalité. Voilà. Et puis après, en dernier recours, quand vraiment on est sur des choses qui peuvent être assez graves, quand il y a une déscolarisation, quand il y a des idées noires, quand ça prend un tour un peu plus complexe, il y a les services hospitaliers et notamment les services de pédopsychiatrie qui vont pouvoir proposer une prise en charge pour les conséquences en fait de ce harcèlement ou de ce cyberharcèlement. Et puis après, il va y avoir également tout ce qui est de l'ordre du judiciaire, parce que voilà, on peut aussi aller porter plainte. Ce sont des choses qui tombent aussi sous le coup de la loi et qui peuvent être aussi graves et punies par la loi. Je dirais répétition. Parce que le harcèlement, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, dans la durée. Voilà. Pour conclure, je dirais que le plus important, c'est de briser le silence. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut en parler. La problématique autour du harcèlement, en fait, c'est qu'une fois qu'on est pris dans cet engrenage-là, on ne va pas forcément oser en parler, parce qu'on a peur parfois de représailles. Les adultes ne repèrent pas toujours la situation de harcèlement, et donc si on n'en parle pas, c'est quelque chose qui va empirer. Voilà, comme un engrenage, il va y avoir une gradation, ça va être de pire en pire. Et donc, à un moment donné, si on n'en parle pas, finalement, soit on va s'extraire de la scolarité pour finalement quitter la situation violente. Donc, on en arrive à des situations de phobie scolaire, de déscolarisation. Voilà. Soit l'autre risque, c'est face à une impasse, quand on ne sait pas comment se sortir de cette violence, c'est la tentation finalement du passage à l'acte suicidaire. Donc voilà, briser le silence, c'est vraiment quelque chose qui est très important et il faut parfois également savoir saisir les perches que les autres nous tendent. C'est-à-dire que l'entourage, il est aussi très important pour se sortir d'une situation comme celle-là. C'est aussi aux amis, aux copains, aux proches, quand ils repèrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, voilà, c'est à eux aussi d'essayer d'aller
voilà, d'aller tendre une main. C'est compliqué de se sortir d'une situation comme celle-là seul.